Donc, bienvenue à tout le monde dans cette septième séance du séminaire Fish and Heinlein, qui prolonge une des lignes de travail du séminaire depuis un an. C'est pas la seule, mais c'est une des lignes qui porte sur ce qu'on a appelé le numérique disciplinaire, ou bien plus exactement les transformations des mondes disciplinaires au sens des disciplines scientifiques et pédagogiques sous l'effet des nouvelles technologies d'information et communication pour l'enseignement et supérieur et la recherche. Et donc de la même façon qu'on a consacré une séance aux transformations
un orage. Non, c'est Alexandra qui a posé la question. Non, rien, ni son, ni vidéo. Ben voilà. C'est pas ce que dit Anne, hein, le nouvel, qui dit ni son, ni vidéo. Non, rien, ni son, ni vidéo. Le son revient, pas de vidéo. Ok. Bon, c'est bien, un début, du son. Ça, c'est un bon début. Merci, Anne. Bon, ce fut un petit problème technique. Donc, la vidéo, voilà, la vidéo revient. Voilà, merveilleux. La vidéo revient. Donc du coup, je résume parce que, alors voilà, j'explique d'abord aux personnes qui sont à distance que on expérimente un nouveau dispositif qui va dissocier l'Adobe Connect, l'enregistrement en direct et la diffusion en direct de l'Adobe par l'Adobe Connect, de l'enregistrement de ce qu'on publiera après sous forme de podcast. C'est une autre caméra qui va prendre le podcast et qui nous permettra en fait d'avoir un rendu podcast de meilleure qualité image et son que celui qu'on avait sous Adobe Connect. Donc j'ai déjà fait une introduction un peu longue qui est enregistrée sur le futur podcast, donc je vais juste la résumer ici, puisqu'elle réapparaîtra dans les deux, pour donner la parole rapidement à Gilles Lhuillier, qui va nous présenter donc le projet de recherche que vous avez eu sous forme PDF dans les annonces de la séance numéro 7 de Fichier Heinlein. Donc c'est une séance qui est consacrée comme celle que l'on avait fait sur l'histoire et l'autre sur la littérature à ce qu'on a appelé le numérique disciplinaire, c'est-à-dire les transformations spécifiques à chaque discipline scientifique et pédagogique liées au numérique, même si on verra dans le projet de recherche que va nous présenter Gilles, que ces transformations s'agissant du droit ne sont pas seulement dépendante de la transformation technologique, mais de bien d'autres transformations professionnelles, culturelles, épistémologiques, pédagogiques des mondes juridiques. Donc voilà, et dans un deuxième temps, on donnera la parole à Bruno Dondero, qui n'est pas encore arrivé en raison des blocages des transports en commun sur Paris, qui sont complètement bloqués là depuis quelques heures. Mais donc si Bruno arrive avant la fin des 2 heures, on lui donnera la parole pour nous présenter sur le même sujet ses expériences à partir du CAVEJ et donc prolonger la discussion qu'on va avoir tout de suite avec Gilles Lhuillier sur ce très beau projet de recherche. À toi la parole, Gilles. Merci Jérôme. Alors, je suis très content d'être là parce que si, à titre personnel, j'ai accompagné ces transformations de l'enseignement, je trouve extrêmement intéressante qu'il y ait aussi une transformation des modes de faire de la recherche. Et l'ouvrir grâce au net et d'avoir une trace, notamment sur le net, sur les écritoires, ça permet de faire une recherche ouverte. Donc voilà, séminaire innovant sur les formes innovantes d'enseignement du droit. Je trouve qu'il y a une belle unité. Alors, juste peut-être 2 mots pour présenter cette recherche pour le ministère de la Justice sur la formation des professionnels du droit. Je crois que le premier point, c'est que c'est une recherche qui répond à une demande sociale. On s'inscrit dans un champ social et qu'il y a tout d'abord un appel d'offres du ministère de la Justice, ce qui donne un cadre un petit peu particulier. C'était sur la formation des professionnels du droit. Alors, définition pour le ministère de la Justice, c'est très large. Magistrats, bien sûr, avocats, notaires, administrateurs, liquidateurs judiciaires.
Mais surtout en nombre, eh bien, ce sont les juristes d'entreprise, ce sont les professionnels du droit de plus en plus nombreux et importants. Alors, moi, j'ai formulé une hypothèse que j'ai proposée au ministère qui est simple, c'est l'idée de l'émergence d'un modèle global ou mondial, au fond, d'enseignement du droit pour les professionnels. Alors, c'est un modèle qui est constitué par ce qu'on appelle des pratiques innovantes qui ont pour objectif d'adapter l'enseignement à des évolutions qui sont technologiques, on le voit aujourd'hui, économiques, sociales, culturelles et surtout professionnelles, celles des professions juridiques. Alors, global en quoi? On verra. Global parce qu'elles se diffusent dans le monde, elles sont maintenant un mode très très important de formation. Global aussi en sens où il y a peut-être un modèle de technique d'enseignement qui est commun à tout cela, voilà, un modèle global. Et puis peut-être aussi c'est global parce que au fond c'est très adapté ces nouvelles formes d'enseignement à l'évolution à la fois du droit global, du droit de la mondialisation, et à l'évolution aussi de la mondialisation, notamment économique, mais aussi théorique, une théorie globale qui émerge. Alors, on peut définir ce qu'on appelle une pratique innovante comme une pratique d'enseignement qui vont tout simplement modifier l'enseignement du droit, qui est conçu traditionnellement comme ce que je fais là, c'est-à-dire un enseignement magistral. Alors, c'est des pratiques qui vont soit se substituer à l'enseignement magistral, soit tout simplement modifier un tout petit peu, s'insérer dans un enseignement magistral, et qui vont se réaliser soit à l'université, soit bien évidemment dans les écoles professionnelles, les écoles d'avocats, l'école nationale de la magistrature par exemple. Alors la liste elle est très longue, c'est online courses, blended methodology, pédagogie interactive, moot cours, MOOC, SPOC, Harvard Case Study, Teaching Case, Serious Game, clinique du droit, modèle transsystémique d'enseignement de McGill, système de la négociation de Harvard, on va peut-être arrêter là, non, problem solving, foisonnement, direction d'études, bref, il y a une infinité de types de formations. Alors, il y a des points communs. Toutes, je crois, elles utilisent la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapport enseignant-enseigné qui va être transformé, plus d'action, plus de pouvoir à l'enseigner dans son rapport d'apprentissage. Et il y a un souci de réel, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de reproduire dans la situation d'enseignement une situation réelle de travail des professionnels, là des professionnels du droit, des milieux juridiques et judiciaires. L'idée, c'est de développer des capacités professionnelles qui sont formulées par le milieu professionnel. Alors, ça, c'est quand même particulier. On répond à une demande sociale. Il y a une transformation aujourd'hui de l'enseignement du droit, des magistrats, des avocats. Je crois qu'il y a une deuxième particularité dans cette recherche. Elle est plutôt d'ordre épistémologique. C'est qu'il a fallu réfléchir à une singularité, c'est que les chercheurs, moi, les membres de consortiums de recherche, sommes des gens engagés dans différents aspects de notre objet d'étude, et ce qui pose un énorme problème, c'est que ce qu'il y a une chose assez certaine, c'est le principe de la neutralité axiologique, eh bien, on a résolument décidé de l'écarter ou d'essayer d'y pallier un petit peu. Concrètement, bon, moi j'ai été par exemple professionnel. Pardon, excuse-moi. Très concrètement, j'ai été un professionnel du droit. J'ai été juriste d'entreprise pendant 3 ans, j'ai été avocat, j'étais un petit peu magistrat, mais juge privé, arbitre, j'ai fait de l'expertise, je fais du conseil, etc. À chaque fois, le même constat personnel, l'inadéquation de nos modes de formation traditionnels à la pratique professionnelle. Alors, deuxième aspect, j'ai personnellement pratiqué aussi ces modes innovatifs d'enseignement, c'est-à-dire j'ai travaillé au CNAM des années, j'ai fait des enseignements en ligne, j'ai construit des maquettes d'ouvrages qui intègrent les case studies, je fais des case studies à l'ESSEC, je participe à cette idée d'un label ESSEC d'enseignement du droit. J'ai même au fond une mission d'enseignement de recherche à l'ESSEC sur les méthodes globales mondiales d'enseignement, puis j'enseigne au fond à l'école normale supérieure de Rennes, qui après la scission avec Cachan, a un petit peu vocation à devenir une école qui forme des enseignants, mais puis des enseignants, mais en droit, puisque c'est un petit peu l'école normale du droit, l'ENS Rennes aujourd'hui. Alors, comme je suis professeur, donc aussi je réfléchis, j'écris, j'ai une activité théorique sur le droit transnational. J'ai écrit un livre dans la collection, belle collection de Gestave
sur le droit transnational, et je me suis rendu compte qu'il y avait une adéquation, au fond, entre ces nouvelles modes de pédagogie innovative et les pratiques professionnelles transnationales, voire la théorie transnationale. Ce que je veux dire, c'est que je suis, en tant que chercheur, une personne qui cherche sur, au fond, moi-même, mes propres pratiques. Bon, alors, comment résoudre ce problème? Ben, moi, je ne l'ai pas résolu du tout. J'ai dit, allons-y véritablement, c'est-à-dire créons un consortium de chercheurs qui sont dans mon cas. C'est-à-dire ceux qui, à titre personnel ou institutionnel, sont le plus, au fond, insérés dans une pratique innovante professionnelle. Alors, dans le consortium, il y a bien évidemment Sciences Po Paris, avec Christophe Jamin, qui a quand même transformé l'enseignement du droit en quelques années en France, Marie Mercat, Jérémy Perelman. Il y a évidemment l'ESSEC, qui est la plus innovante de mon point de vue, et ce traditionnellement dans les méthodes d'enseignement du droit. Mais il y a aussi le CNAM, qui, je pense, on profite du fait que Bruno Dandero n'est pas là, est sans doute en France la référence en matière d'enseignement du droit, avec le CAVEJ, bien sûr. L'Université de Luxembourg, qui est en Europe, et l'université qui a en fait transformé tout son cursus pour le rapprocher de l'enseignement transsystémique de McGill. Ensuite, il y a l'Université de London, l'Institut of Law de Jersey. Pourquoi? Parce que, sans la faire grief, les anglo-saxons sont des maîtres des simulations. On a l'Université de Nagoya, parce qu'Isabelle Giraudoux développe beaucoup de recherches sur ces questions-là, et que c'est une université projetée vers l'Asie. On a l'Université de Rio, parce que Fernando Fontena est un de ceux, moi je crois, qui a écrit les choses les plus intéressantes sur justement comment on peut essayer de saisir au fond pratique d'enseignement. Et puis, c'est un projet qui est coordonné donc, par moi-même à la FMSH, dans le cadre du programme de recherche sur la mondialisation du droit. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Naturellement, à la FMSH, que cela peut se faire, et qu'en plus, c'est un projet comparatiste, c'est-à-dire qu'on s'interroge à ce qui se fait principalement en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud. Alors, bon, il a fallu en même temps corriger cette subjectivité. Et l'idée, c'était de construire un protocole de recherche pour objectiver l'analyse des pratiques, pour pouvoir ensuite les comparer. Donc, il y a un peu deux teams dans ce consortium. Et ce que je vous propose, comme c'est une recherche un peu particulière, c'est des objets particuliers, ce que je vous propose, c'est de revenir sur d'abord les objets qu'on va étudier, de quoi ça parle, ensuite les hypothèses, et puis très brièvement les résultats, puisqu'on en est au fond au début de cette recherche. Alors, en premier lieu, les objets. En premier lieu, les objets, la question c'est quelles sont ces pratiques innovantes. Alors, on a décidé de regrouper ces différentes pratiques qu'on vient d'évoquer en 4 catégories. Online, simulation, clinique du droit, transsystémique. Alors, je sais bien, ça correspond à une logique a priori, une classification, subjectivité encore. C'est d'ailleurs une logique de la présence, ce que moi j'appelle le théorème d'Élise. On verra pourquoi. Donc, on peut lister, première catégorie, ce qu'on appelle la formation online. Alors, il n'y a pas de nom, au fond. C'est FOD, cyberformation, etc. Pour désigner, au fond, toutes ces technologies de l'information et de la communication qui sont utilisées pour acquérir, renforcer, faciliter l'acquisition des connaissances dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est soit en présentiel, face-to-face, c'est-à-dire avec la présence d'un enseignant, complété par le web pour les notes de cours, pour le programme, pour les liens avec les ressources en ligne. Parfois, il y a des formations qui sont beaucoup plus tributaires du web, où les étudiants utilisent Internet pour le cours, principalement. Après, il y a des discussions électroniques, une évaluation en ligne, un projet de travail en collaboration en ligne. Et puis parfois, au fond, on a une formation totalement en ligne. C'est un vaste fouillis qu'il va falloir justement décrire pour qu'on sache de quoi on parle. Il y a quand même des lignes de force qui apparaissent. Probablement la mutation de la pédagogie dès qu'il y a introduction d'enseignement en ligne, c'est la deuxième chose. Et puis ensuite,
les pratiques se multiplient, mais ça veut dire aussi que, au fond, on a désormais une théorie de ces pratiques. Alors, on a des choses très différentes. Voilà, vous avez une image de Anne Le Nouvel, qui participe à la recherche, qui fait un MOOC, ainsi que Bruno Danduro, qui a fait un MOOC. Alors, quelle est la signification de ce mode? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand vous regardez, au fond, l'offre de formation qui a été extrêmement pensée, construite au cours des années du CNAM, on s'aperçoit qu'il y a une théorie de l'objet pédagogique qui apparaît. Plusieurs idées fortes. Première idée, plus on multiplie les supports, plus la qualité de l'enseignement et de la transmission est bonne. Donc il y a un cours en ligne, il y a des exercices, il y a des cas, il y a aussi des regroupements, il y a des face-to-face, il y a du collaboratif, etc. Plus on multiplie les supports, plus l'enseignement est bon. Donc un MOOC, pour moi, c'est pas de l'enseignement en ligne. En lui-même, c'est une partie de l'enseignement en ligne. Voilà, c'est une des idées qui apparaissent. L'autre idée, c'est l'idée d'objet pédagogique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se constitue en tant qu'objet et qui peut s'adapter à différentes situations, différents publics. Donc on a une pratique et une théorie qui émergent de l'enseignement en ligne chez les juristes. Alors, deuxième catégorie, ce qu'on appelle les simulations. Alors, les simulations, c'est deux choses un petit peu différentes. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'étude de cas, les case studies, c'est-à-dire des résumés écrits, des synthèses de situations réelles, basées sur des données qui vont obliger un parcours, obliger à déterminer d'abord les questions posées par le cas, obliger à identifier les stratégies qui sont appropriées pour résoudre le cas, obliger à évaluer les conséquences concrètes des options stratégiques possibles, et puis obliger à formaliser la meilleure solution. Alors, on parle de case method, c'est présenté au fond aux étudiants un cas pour placer des étudiants dans la position, disent nos amis américains, du rôle de decision maker, pour qu'ils trouvent collectivement une solution. C'est donc au fond quelque chose de complètement différent du casebook method traditionnel dans l'université de droit américaine. Les simulations, c'est une deuxième chose pour nous. C'est surtout ce qu'on appelle les MOOT. Les MOOT courts, Moot Arbitration, Mediation, Négociation, etc., qui visent tout à placer des étudiants, au fond, dans des situations professionnelles fictives. Là, vous avez un exemple de foisonnement dans une école professionnelle, une école de barreau. Alors, en l'espèce, c'est une négociation de contrat simulée. On peut avoir des procès simulés, des négociations simulées, des médiations ou des arbitrages simulés. Nous avons là un exemple de simulation de négociation. Vous avez là une image de simulation de procès. Vous voyez deux types de simulation de procès. L'une sur le côté gauche donc, de votre écran, où on voit une université qui simule au fond une cour. C'est un exemple. Et qu'est-ce qui va se passer? Les étudiants vont représenter les parties au procès, ils vont exposer les arguments devant les enseignants qui jouent le rôle des juges, qui ont d'ailleurs endossé leur robe de juge, ils n'ont pas de professeurs. Parfois, les rôles sont inversés. Si on veut entraîner les élèves, non pas avocats, mais magistrats. Mais vous voyez, c'est la mise en action des capacités professionnelles, des différents métiers du droit qui est recherchée, et ça va très loin dans la mise en situation. Vous voyez sur donc l'image de droite, là, en fond, ce sont les véritables cours de justice qui accueillent des étudiants dans des cours. C'est une grande pratique dans le monde anglo-saxon. À Jersey, par exemple, la Cour de justice de Jersey accueille le 14 mars des étudiants qui viennent un peu du monde entier. Et ce sont les juges de Jersey qui vont simuler leur rôle de juge devant des vrais étudiants, devant un cas simulé. Limite entre le réel et la réalité, très intéressant pour qui s'intéresse notamment au law and literature. Alors, troisième catégorie, vous avez ce qu'on appelle les cliniques du droit. Alors, rien de très très différent, si ce n'est un élément, c'est que les étudiants, là, travaillent sur des cas, mais des cas qui sont réels. Alors, en collaboration avec des avocats, sous la direction d'enseignants, mais ce qui est particularité, c'est qu'il y a une demande sociale réelle, c'est-à-dire des véritables personnes qui n'ont pas accès à l'aide juridique et qui vont s'adresser aux cliniques pour avoir une consultation juridique gratuite. C'est un peu le pro bono de l'universitaire.
Alors, quatrième type, au fond, de mode d'enseignement, ce que l'on appelle l'enseignement transsystémique. Alors, celle-là peut sembler un peu plus étrange pour ceux qui ne sont pas versés au droit, notamment international des affaires. Il s'agit d'un programme qui a été en fait initié à l'université de McGill à Montréal, qui se donne pour objectif de, je cite, dénationaliser l'enseignement du droit. Il s'agit donc de former les juristes en se plaçant délibérément en dehors d'une juridiction, c'est-à-dire en dehors, au fond, d'un système juridique national, et au Canada, mais qui ne soit pas ancré soit dans un système de common law, soit dans un système de droit d'origine française, on va dire civile, mais en dehors de cette dualité. Alors, où on se situe, hein, c'est la question de la présence, de l'incarnation, eh bien, on se situe du point de vue pragmatique, au mieux praxéologique, du besoin concret. Voilà, vous avez un besoin concret, c'est ça qui est le point de départ de l'activité d'enseignement. Comment y répondre? Eh bien, en examinant les différentes traditions juridiques, la tradition de common law ou la tradition de droit civil, premier temps, et deuxième temps, en choisissant ou en mélangeant, puisque dans un certain nombre de systèmes juridiques, c'est aujourd'hui la réalité du droit, une mixité, et dans le monde transnational, c'est toujours la réalité. Il n'y a plus de système juridique pur. C'est tout à fait terminé. Et voilà, on a au fond nos 4 objets. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces 4 objets? Alors, on aborde notre deuxième aspect, nos hypothèses. Alors, en second lieu, les hypothèses, c'est répondre à la question qu'est-ce que ce modèle global commun a ces différentes pratiques? C'est un peu ça l'objet. Alors, la recherche formule 4 hypothèses et c'est l'articulation de ces 4 hypothèses qui permettent de répondre finalement à cette question. La première hypothèse, c'est tout simplement, je crois, ce changement commun de la transformation du rapport pédagogique enseignant versus enseigné, qui est aussi une transformation de l'évolution des rapports sociaux et des rapports de pouvoir dans la connaissance. Alors, cette notion de rapport entre enseignant et enseigné, c'est une vieille notion de, au fond, les sciences de l'éducation, qui l'a définie comme la somme des interactions entre enseignants et enseignés. Dans le modèle traditionnel d'enseignant, par exemple celui que je fais maintenant, le cours magistral, l'enseignant-professeur de droit expose une synthèse de la matière, du droit, c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est la systématisation du droit positif pour le rendre intelligible, clair. C'est un modèle d'enseignement où le rôle actif, c'est moi, j'arrête pas de parler, vous voyez. Le rôle passif, c'est vous, l'élève. C'est une figure. Moi, je l'appelle le rapport R0, parce que c'est un peu zéro, et que c'est le rapport minima sur lequel on va pouvoir élaborer et distinguer d'autres types de rapports. Alors, ces innovations, elles inversent la classe inversée, on ne revient pas là-dessus, mais elles inversent surtout le rapport de pouvoir entre enseigné et enseignant. C'est ça qui me semble intéressant. Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple concret. C'est un exemple, au fond, d'un case study. C'est une simulation, en même temps, de négociation d'un contrat pétrolier entre un groupe d'élèves négociateurs, groupe Total, et un autre groupe d'élèves qui représente le gouvernement indonésien. Et puis vous avez un spécialiste des négociations qui a été embauché par le gouvernement indonésien pour faciliter les négociations, un expert, donc c'est moi. L'image, elle nous permet de montrer, cette image 1, tout simplement, la fin du rapport traditionnel unique et frontal entre le professeur et les étudiants qui ne font qu'étudier un cours magistral, le fameux R0. L'expert, là, le professeur, il va expliciter les règles du cas et il va répondre aux questions des étudiants. Il y a un dialogue, ce que j'appelle le rapport R1. Déjà, c'est bien quand on dialogue avec un élève, hein, ça me semble assez pas mal. Mais en même temps, regardez, ces élèves ont aussi un rapport avec des documents écrits via le net, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher, pendant la phase d'enseignement, ils vont rechercher des éléments. Les éléments de fait du cas sont tous présents, il y a des statuts types, il y a des liens vers les sources de droit, les traités internationaux qui s'appliquent en l'espèce, éventuellement la jurisprudence arbitrale ou non,
Et donc, c'est un autre rapport que j'apporte, le rapport R2. Et puis, vous voyez aussi que les étudiants, ils ont un rapport entre eux. Il y a deux équipes là, une équipe de 3 et une équipe de 2. C'est des membres du consortium qui vont donc à l'intérieur des équipes discuter. Ça, c'est très important, rapport R3. D'autant que les équipes elles-mêmes peuvent avoir des rapports lorsqu'elles vont échanger des idées, lorsqu'elles vont s'opposer. C'est ce que j'appelle le rapport R4. En même temps, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit problème de slide, c'est pas très grave. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a un autre rapport, c'est le rapport R5. C'est lorsque, eh bien, à un certain moment, on va passer à des phases actives, il va falloir rédiger. Et c'est un rapport au texte, un rapport de construction. Alors, c'est plus du dialogue avec le professeur, les élèves, etc. C'est un rapport de construction par rapport à l'écrit qui est tout à fait surprenant. Et puis, on a au fond aussi un autre rapport qui est possible lorsque j'enseigne ce cas à l'ESSEC. Il y a un élément extérieur du réel qui rentre. C'est son extrême disponibilité et gentillesse, la directrice des affaires juridiques du groupe Total, qui vient discuter avec les élèves de l'ESSEC. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ça c'est bien, c'est pas bien, voilà mon expérience. Voilà, il y a du réel qui rentre, c'est ce que j'appelle le rapport R7. Alors, voilà, c'est un peu cette idée. Il y a en commun, dans toutes ces pratiques, une multiplication des rapports et une inversion du rapport enseignant-enseignant. Deuxième hypothèse, il y a, comment dire, une incorporation des compétences professionnelles et donc une évolution de ces compétences dans les dispositifs d'enseignement. Alors, c'est assez important. Cette notion de compétence professionnelle, elle est définie comme au fond une capacité à mettre en œuvre une qualification dans un emploi. Donc, la compétence n'est pas une qualification, c'est un savoir, au fond, la qualification, et la compétence serait donc un savoir-faire. Toutes ces modes d'enseignement ont en commun de vouloir intégrer l'acquisition de compétences au cursus. Et ça, vraiment, c'est tout à fait surprenant. Au fond, il y a une volonté d'être au plus près de la pratique professionnelle et même de l'évolution de cette pratique professionnelle. Je vous donnerai juste un exemple. On est assez surpris à quel point, dans la pratique professionnelle des juristes, eh bien, il y a eu une transformation, une vraie révolution grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le e-barreau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'usage de l'e-consultation de l'ensemble des dossiers en TGI en cours d'appel, l'e-filing, c'est-à-dire tous les documents sont consultables, sont échangeables par Internet. On a, et le début même du procès se fait par Internet. Vous avez la e-discovery qui est fondamentale dans les procès dans le monde de common law, qui se fait par Internet, etc. Et puis, sans parler de la dématérialisation de la connaissance, puisqu'on consulte pour connaître à la fois les règles de droit, la jurisprudence. Eh bien, vous voyez, ces techniques d'enseignement elles-mêmes intègrent cette évolution de la profession et des pratiques professionnelles des juristes. Et il y a donc des travaux assez importants, notamment à Harvard, c'est des travaux qui sont menés par David Winkins, qui travaille justement sur cette idée, comment est-ce qu'on incorpore un nouveau modèle professionnel du juriste global dans nos pratiques professionnelles. Alors, il y a en fait, on va laisser ce slide, honneur à Harvard, une troisième hypothèse qui est faite dans cette recherche, c'est l'idée qu'il y a dans ces modes d'enseignement une internalisation des contraintes, une internalisation de ce qu'on appelle l'idéologie du nouvel esprit du capitalisme, voire du droit global. Alors, bon, ça peut sembler assez évident comme hypothèse. Depuis très longtemps, la sociologie, elle s'intéresse justement à comment les discours, plutôt les représentations de la formation professionnelle, par exemple, ont des effets sur les sujets, quoique on entende par sujet. Alors, il y a des travaux de la revue de droit et société qui sont très intéressants, qui font
effectivement remarqué que ces pratiques que je décris, eh bien, elles s'inscrivent dans le contexte de ce qu'on appelle la norme d'internalité. C'est-à-dire le fait de valoriser son action personnelle, le fait de s'attribuer à soi-même la cause des événements, qui va accentuer en pratique et d'une façon symbolique, on va dire, le poids de l'acteur individuel comme facteur causal de sa propre vie, mais aussi du monde social, au fond. Bon, ce qui est marrant, c'est quand on rapproche ça, bien évidemment, du modèle de l'individu autonome qui s'auto-crée, s'auto-forme et qui, au fond, est lui-même le maître de son employabilité, qu'on retrouve dans la littérature managériale, qui est au cœur de l'idéologie du capitalisme contemporain, hein, ce que Boltanski et Chapelot appelaient bien évidemment l'esprit du capitalisme, du nouveau capitalisme. Alors, le nouvel esprit du capitalisme, pardon. Alors, au fond, ces nouvelles pratiques d'enseignement seraient l'introduction de ce nouvel esprit du capitalisme au sein du monde des juristes et du professionnel du droit. Alors, moi, c'est une hypothèse que je trouve intéressante, mais probablement très mal posée. Je pense que tant qu'à être bourdieusien, on va rappeler, Bourdieu disait, par exemple, les professeurs de droit sont la frange dominée de la classe dominante. Il parlait de ces professeurs de droit comme les gardiens hypocrites de l'hypocrisie de la société. Bon, tant qu'à être bourdieusien, faisons-le réellement. Ce que je pense, c'est qu'il y a une mutation des représentations et dans l'économie symbolique des juristes, quelque chose apparaît comme dominant, c'est une nouvelle forme de juriste, c'est le juriste transnational, le juriste global. Et que ça a des conséquences sur ces modes de représentation, ça devient la représentation dominante du monde des professionnels du droit, alors qu'il reste encore des professionnels, des beaux héros, hein, quand même, ou même des beaux... voilà. N'empêche que le modèle principal, c'est celui du global lawyer, qui est promu quand même par le centre du monde juridique, Harvard, réel et symbolique, bien sûr. Alors, on peut faire une dernière hypothèse, quatrième hypothèse, qui me semble intéressante, c'est que ces pratiques d'enseignement, ce sont des outils qui vont incorporer les théories du droit global. Alors, bon, c'est un petit peu traditionnel aussi, puisque l'épistémologie, depuis longtemps, nous a appris qu'un outil, après tout, une pratique d'enseignement, c'est un outil, ce n'est pas une théorie. Ces outils incorporent toujours une théorie. Alors, ces nouvelles pratiques, elles font entrer, on l'a vu, les faits, elles font entrer les pratiques, elles font entrer le réel dans l'enseignement. On est vraiment très très proche des théories réalistes américaines, hein, alors que ce soit effectivement de ceux qui définissaient déjà au tournant du siècle le droit comme un processus judiciaire, c'est-à-dire au fond ce que diront les juges. Et donc on a un renversement des sources, les pratiques juridiques étant la véritable source première du droit, et les règles de droit finalement ne sont qu'une source seconde, qui sont véritablement incarnées là, dans nos pratiques sociales. On a quelque chose qui est assez proche plutôt aussi du New Legal Realism, c'est-à-dire cette espèce d'ultra-réalisme bottom-up qui a été l'école réalisme remoulinée via Law and Culture aux États-Unis. Je pense aux travaux de Merz, justement, sur l'enseignement du droit, qui est très bottom-up, sur les pratiques, les représentations, etc. On a aussi, bien évidemment, dans ces pratiques d'enseignement, un modèle qui est un peu le paradigme du juge. Comme si, au fond, la compétence paradigmatique du professionnel du droit, ça serait celle du procès. Alors, bien évidemment, on est très loin. Et c'est assez proche, au fond, là, je crois, de la surévaluation dans les théories de Dworkin du paradigme judiciaire et, au fond, du droit comme, peut-être comme grand texte, mais surtout comme grand texte de questions et de réponses qu'est le procès métaphorique de ce qu'est, au fond, le droit. Et puis, enfin, j'ai bien l'impression que dans ces pratiques d'enseignement, on a une importance qui est donnée aux acteurs, très très forte, ok, mais aussi à des pratiques d'élaboration de solutions, à des pratiques de choix de normes qui doivent être réalisées par les étudiants avocats, étudiants magistrats, etc.,
qui évoque au fond les nouvelles théories du droit global. Alors, cette théorie du droit global, elle vise à expliquer ce que c'est que la globalisation. Et qu'est-ce que c'est que la globalisation? Bien, ce n'est pas comme les anciennes théories du droit au fond global, les théories de la lex mercatoria. Ce n'est pas un individu qui va, des individus, les marchands, qui vont créer du droit autonome des autres ordres. Non, c'est quelque chose qui est plus collectif, qui s'insère dans ce que on appelle parfois des transnational communities, c'est l'expression de Mylord Jellick. C'est aussi des pratiques qui s'insèrent dans moi ce que j'ai appelé des espaces normatifs, où des collectifs au fond de praticiens vont articuler, choisir des règles françaises, américaines, chinoises pour construire des grands espaces, soit de contrat, soit des espaces d'arbitrage. Voilà. Alors, je crois qu'on a là quelque chose, on tient quelque chose d'assez important, l'incorporation d'un modèle de dominante dans la théorie du droit. Alors, bon, ça c'était les hypothèses. Est-ce que je pourrais maintenant donner brièvement des résultats? Ben oui, on va, au troisième moment de notre présentation, évoquer quelques résultats, parce que la recherche n'a pas véritablement commencé. Hein, c'est le premier, au fond, acte de recherche. On a tout de même essayé d'avancer un petit peu. Comment? D'un point de vue méthodologique. On a rédigé un protocole de recherche. Bien évidemment, j'ai totalement oublié de faire glisser les scans. Bravo l'enseignant, hein, très très fort dans la maîtrise de ces outils annexes. On a rédigé donc une méthode. Alors on l'a principalement rédigé avec le professeur Fontena qui est un sociologue du droit, spécialiste donc de l'éducation, et qui a déjà réalisé de très belles études qui sont disponibles d'ailleurs en ligne sur le site de Droit et Culture, et qui est une analyse de pratiques d'enseignement qu'il appelle, lui, interactionniste. Et donc, on a utilisé, vous voyez, certaines de ces notes qu'il a utilisées lorsqu'il a décrit des processus qui sont assez éloignés des pratiques juridiques. On a utilisé, d'une part, cette boîte à outils, au fond, d'une certaine sociologie interactionniste, qu'on a mélangée avec une autre boîte à outils, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la boîte à outils de l'enseignement, au fond, et des techniques d'analyse des enseignements. C'est-à-dire ces fameux rapports, ces rapports R0, R1, R2, R3. On a mélangé, au fond, ces deux traditions méthodologiques. On a baptisé, enfin moi j'ai baptisé ça la méthodologie footballistique. Pourquoi? Parce que c'est en hommage, bien évidemment, à Fernando et au Brésil, surtout la sociologie brésilienne. On a d'une part un premier niveau d'analyse qui est au fond la description des règles du jeu, qui va retracer le dispositif qui a été pensé par l'enseignant responsable du dispositif, mais ce de façon très concrète. Hein, vous avez vu le schéma de tout à l'heure. Donc, par exemple, où se situe la place de la préparation collective dans une simulation de procès, les tables, etc. Il y a un deuxième niveau qui est dans ce cadre, c'est-à-dire les règles du jeu, comment jouent les acteurs, c'est-à-dire la description des interactions entre le professeur et les élèves, mais en même temps, il y a une description du dispositif, la salle de cours, la forme, la situation des acteurs, la place des tables, les postures physiques, très important, les mouvements, les déplacements. Et puis troisième niveau, eh bien, c'est les techniques du jeu. Chaque jeu se joue différemment, et là, c'est les fameux R0, R1, R2, etc. Alors, bon, voilà, ça c'est le modèle footballistique brésilien appliqué à la sociologie de l'éducation. Je pense que moi je suis persuadé que ça a un avenir absolument étonnant. On a quand même essayé d'appliquer notre modèle pour le tester. Et là, on a eu la chance d'avoir été invité donc par Élise Poilot, qui est professeure donc à l'université de Luxembourg et qui fait partie de l'équipe de ceux qui ont transformé au fond le bachelor de l'université de Luxembourg pour en faire un bachelor systémique, transsystémique, en intégrant des
mode innovant d'enseignement du droit. L'idée, c'est que quand on bascule dans l'enseignement transsystémique, nécessairement, il faut faire appel aussi au mode d'enseignement innovant. Elle, c'est une spécialiste du droit de la consommation, du droit européen des contrats. Elle est extrêmement intéressée par les cliniques du droit. Donc, on a, au fond, été voir ce qu'est une clinique du droit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, je crois que on a essayé d'appliquer, comment dire, notre modèle descriptif à une situation réelle. Je dois dire que là, il y a eu une première surprise. C'est que je me suis aperçu que nos modèles descriptifs d'une situation d'enseignement, ils pouvaient tout à fait s'appliquer au modèle descriptif d'un modèle de pratique professionnelle. Et de fait, on a été voir des avocats pour simuler une consultation juridique, mais réelle, par des avocats de leur pratique professionnelle. Nous avons été aussi, grâce à Anne Dufour, été voir des audiences du tribunal des prud'hommes, du Conseil des prud'hommes de Paris. Et on s'est rendu compte que ce modèle était aussi descriptif de la pratique des juges. Donc il y a quelque chose, une puissance quand même dans ce modèle descriptif qui est assez intéressant. Revenons maintenant à donc notre simulation un petit peu plus particulière d'Élise, c'est-à-dire notre clinique du droit. Alors, analyser les règles du jeu, ça me semble extrêmement important parce que on s'est aperçu d'abord d'une chose de tout à fait étonnante, c'est que une clinique, c'est une simulation avec des réels demandeurs de droit, eh bien, ça s'instaure dans des règles voulues par les créateurs de la clinique. Et deux types de règles. Je crois que ça s'instaure d'abord dans un environnement qui est l'environnement universitaire. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on se rend compte que cette journée de clinique, on va voir des images tout à l'heure, elle n'arrive qu'après une année de formation. Et une année de formation comment? Par des cours. Et par des cours, au fond, assez traditionnels. On voit là les différents cours qui rentrent dans le module clinique du droit de la consommation d'Élise. Et on voit qu'au fond, le premier cours, c'est un cours d'introduction générale au droit européen et luxembourgeois de la consommation. Les bases du droit, enseignées de façon traditionnelle par un professeur de droit. Après, vous avez un deuxième cours, lui aussi assez traditionnel, sur le droit juridictionnel de la consommation. Ah bah oui, il y a des bases de droit processuel qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est un deuxième cours, au fond, aussi assez traditionnel. Ensuite, vous avez deux autres cours. C'est des cours, hein, c'est pas des simulations, mais c'est des cours où on va plutôt apprendre les savoir-faire. La méthode appliquée à l'analyse factuelle, à la qualification, à la rédaction juridique. C'est-à-dire, comment faire une consultation concrètement pour un juriste. Et après, vous avez même un cours sur pédagogie appliquée à l'enseignement clinique. Ça veut dire quoi? Vous donnez une consultation à des personnes, des gens qui n'y connaissent rien, ils ont juste un problème de droit, ils viennent vous voir, vous, professionnels de droit, il faut apprendre à leur parler. C'est ça la pédagogie. Le juriste doit avoir des notions de pédagogie aussi pour parler, au fond, aux justiciables. C'est très intéressant aussi, on va voir que cette analyse du dispositif montre qu'il y a un deuxième aspect institutionnel dans lequel s'installent ces dispositifs d'enseignement. Là, en l'espèce, ce qui était très important, c'est l'environnement institutionnel luxembourgeois. D'une part, le barreau, il a fallu négocier avec le barreau pour avoir le droit de faire une telle consultation. Négocier les modalités de ces consultations, et vous le verrez, c'est un modèle universel, la présence d'un avocat du barreau de Luxembourg lors des consultations données par les avocats. Donc, relation institutionnelle locale, mais qui se déploie aussi dans le monde associatif, relation avec, bien évidemment, les associations de consommateurs qui vont être ceux qui vont mettre en contact avec les justiciables, les gens qui, dans la vraie vie, ont des véritables problèmes, le monde réel. Donc, il y a quelque chose quand même là d'assez important. C'est, je crois, le premier rapport de cet essai, c'est de dire, mais ce dispositif ne peut se lire qu'inséré dans ce double institutionnalisation, ce double environnement social et institutionnel. Sinon, on ne comprend pas ce que constitue ce petit moment qu'est ce méthode innovant, qui n'est qu'innovant qu'une partie dans quelque chose qui est traditionnel, au fond. Deuxième moment de l'analyse, c'est l'analyse, cette fois, des techniques et surtout des jeux des acteurs. Comment ils jouent?
les acteurs dans ce cadre qui a été dessiné par Élise. D'abord, il y a un cas, il y a des vraies personnes, et puis il y a des vrais éléments de fait. Donc par le net, il y a un dossier qui leur est attribué, ils vont étudier le dossier. Bon, pas revenir sur les éléments de fait, de droit et de fait, donc la preuve, c'est assez important. Et enfin, il y a le moment de la consultation. C'est là que une analyse en fonction de ce fameux modèle descriptif de la relation enseignant-enseigné, il est assez intéressant, parce qu'on va pouvoir, lui, décrire précisément tel modèle d'enseignement et le distinguer d'autres modèles d'enseignement. Qu'est-ce qui se passe là sur la photo? Vous voyez, vous avez une étudiante qui est à gauche avec des lunettes, qui écoute une personne qui est à droite, un t-shirt, je sais pas, mauve, violet, et qui est la vraie personne qui a un vrai problème dans la vraie vie. C'est un dialogue, c'est celui de la consultation juridique, qui est simulé en face de deux personnes. Au fond, vous avez Élise qui est en train de boire son café. C'est une de ses tactiques pour s'effacer. Élise s'est effacée pendant toute cette période, c'était très intéressant. Et puis une autre professeure. Vous avez ensuite à gauche une personne en costume qui est en fait un avocat au barreau de Luxembourg, qui est présent, c'est une obligation, et qui va lui aussi intervenir. Puis vous avez par une espèce d'amusement, moi-même qui est là, qu'on ne voit pas, et au fond, là, on est en train d'observer l'observateur, un dispositif en miroir. Il faut bien que les chercheurs s'amusent un petit peu de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a une première phase de la simulation où il y a un véritablement renversement du rapport. C'est-à-dire que c'est des moments où, principalement, c'est l'élève qui va parler. L'élève va poser des questions au consommateur qui va répondre. Le consommateur peut lui reposer des questions. C'est un dialogue et là, disparaît complètement l'enseignement. Après, on a une deuxième phase dans la clinique qui est propre à la clinique où vous allez avoir les professeurs qui parlent, qui vont donner une correction. Et là, au fond, le rapport enseignant-enseigné, il va être assez traditionnel. L'enseignant parle à l'enseigné. Correction par les professeurs. Alors, correction aussi, d'ailleurs, par l'avocat qui est présent et qui va corriger tel ou tel aspect. Correction de l'un et de l'autre vont être assez proches. L'idée, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais faites attention aux faits. C'est ça qui est important. Faites attention à la preuve, à la constitution de dossier, aux faits significatifs. Lisez le contrat, recherchez concrètement ce que dit, là, en l'espèce, les clauses limitatives dans votre contrat. Et il y a des conseils qui relèvent au fond de la relation à la personne, le consommateur. Essayez d'être plus précis, gérer la relation, etc. Quant au droit, il y a quelques indications qui sont données par Élise, mais au fond, très peu. Ça se résume à l'idée, quand vous ne savez pas, eh bien, dites que vous ne savez pas et allez vous renseigner. Voilà, ce qui est assez surprenant, c'est une illustration du théorème d'Élise. Élise, pendant toute la durée de la pédagogie, a disparu, elle s'est effacée volontairement. Et ce qui était très surprenant, c'était de voir même le corps, la personne de la vraie personne qui exposait son problème, et le corps de l'étudiant avec qui il dialoguait. Il y avait quelque chose comme une présence, une présentification qui était tout à fait surprenant. Alors voilà, pour cette recherche, est-ce qu'elle a un intérêt, cette recherche? Bon, d'abord, moi, elle m'amuse bien, c'est quand même intéressant. Je pense qu'elle a un intérêt d'abord parce qu'elle nous permet de décrire. On a enfin des mots communs quand on va parler enseignement en ligne, simulation, etc. Un deuxième intérêt, je crois, c'est qu'elle va nous permettre de construire, il y a une dimension sociale, de construire des dispositifs pédagogiques. Pour l'instant, ce qui est très surprenant, c'est bricoler, totalement bricoler. Alors dans les écoles d'avocats, c'est surprenant, on invente des trucs en oubliant que, attendez, ça fait un siècle qu'on expérimente ces choses-là, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Donc c'est intéressant comme outil de construction, et il y a un projet donc, de construction d'un modèle, c'est International Business Law by Case Method, qui, au fond, ferait une accumulation de cette histoire et de ces techniques. Je pense qu'il a un autre intérêt, c'est que ce projet de recherche il permet d'avoir une approche critique. C'est-à-dire réfléchir un petit peu, quand on est enseignant, à la dimension sociale de nos dispositifs d'enseignement, qui sont aussi des dispositifs de pouvoir. Je trouve que dans le monde universitaire français, c'est un truc qu'on oublie complètement.
et c'est bien dommage. Ce qui m'intéresse au fond le plus, c'est la dimension théorique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinaire incorporé dans ces pratiques, le réalisme américain, les théories de la mondialisation, qui sont quasiment totalement absentes du discours dans le monde des juristes français, pour une raison qui a été bien décrite par Christophe Jamin, une espèce de divorce entre mariage manqué entre les civilistes français et le réalisme américain, et que, étrangement, quand on fait de la pratique professionnelle, pratique du droit selon ces modalités, on se raccroche à ces théories et on introduit en France un débat qui est désormais mondial, un débat théorique. Bon. Tout ça dans une pratique d'enseignement, moi je trouve que c'est assez amusant. Voilà, Jérôme. Prendre ton micro pour être sûr de... C'est bon? Vas-y. Merci Gilles donc, pour cet exposé. Alors, je voudrais prendre un petit moment de commentaire du document et de ton exposé. Alors d'abord, en situant un petit peu d'où je parle, dans la lecture de ce projet aussi de ces résultats en fait intermédiaires de recherche. Ensuite, en expliquant aussi pourquoi il me semblait vraiment très intéressant de le mettre en discussion dans le cadre de ce séminaire. Ensuite, en faire une relecture rapide telle que je l'ai compris. Donc, ça permet éventuellement de contrôler la relecture que j'en ai fait pour rentrer dans le vif de la discussion. C'est un projet que je trouve passionnant et je voudrais vraiment ouvrir la discussion, c'est-à-dire qu'on rentre dans le dur d'un certain nombre de questions et d'un début de critique argumentaire et constructive des idées. Alors, bon, d'où je parle d'abord, c'est vrai que ma lecture de ce projet de recherche, c'est une lecture aussi quand même d'un maître de conférence en sciences politiques, cousin des juristes et en même temps décalé par les voies de formation que tout le monde connaît. Donc ça, c'est un premier élément de regard. Formé de surcroît, comme tous ceux qui sont passés par les instituts d'études politiques, beaucoup, en plus qui ont suivi comme moi la filière service public administration, formés davantage en droit public qu'en droit privé. Donc c'est un élément important. Alors avec là-dessus, se rajoute là-dessus dans mon point de vue une expérience de magistrat à la Cour nationale du droit d'asile pendant plusieurs années et au Knesset disciplinaire pour le contentieux professionnel universitaire. Et puis aujourd'hui chercheur à la charnière de multiples disciplines, comme beaucoup qui travaillent sur les transformations numériques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé ton projet vraiment très impressionnant. J'ai moi-même construit et élaboré des projets de recherche depuis 20 ans, j'en ai vu passer, j'en ai expertisé, et voilà, je le trouvais d'une qualité exceptionnelle, en me disant même, mais c'est pas un projet de recherche, c'est déjà un article scientifique qui devrait passer dans une revue très très vite. C'est pour ça que ça me semblait important aussi de le publier en ligne à l'occasion de cette séance. C'est un projet dont on voit bien tout ce il incorpore dans la réflexion sur le droit et la formation juridique, de la philosophie, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, des sciences humaines, etc. Ce qui lui donne une très grande richesse. Et c'est un projet de recherche sur le droit. Et d'un autre point de vue, je me disais, ah ben alors là, c'est super parce que notamment en France, depuis 2009, on a beaucoup parlé des pratiques professionnelles des universitaires, notamment en rapport avec les questions d'évaluation des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Moi, j'ai souvent entendu dire par des collègues sur les juristes et par des juristes eux-mêmes, mais nous, on ne fait pas de la recherche. Enfin, on n'en fait pas exactement comme vous en faites en sociaux, en histoire, en philo, etc. D'ailleurs, pour cette raison-là, les systèmes d'évaluation qui se mettent en place risquent de nous impacter d'une façon différenciée. Et là, dans ton projet, je me disais, ah, mais oui, mais il y a des juristes qui font de la recherche. Il n'y a aucun doute. Et donc, c'est possible de faire de la recherche en droit et sur le droit. Donc ça, c'était vraiment très sympathique. Ah, on est inondé. Ah ben alors ça, c'est extraordinaire, surtout qu'au 8e étage de Telbirac, les pompiers sont là et on est obligé d'arrêter. Alors ça, c'est vraiment catastrophe.
Totalement impondérable. Alors pour les participants à distance, et ben voilà, le séminaire va s'arrêter là pour des raisons techniques insurmontables. Nous sommes victimes d'une inondation d'eau dans une salle qui est bourrée d'électricité de tous les côtés avec des prises proches du sol. Et là, il faut les pompiers en sont même là temps, et il faut qu'on arrête. C'est assez amusant parce que ça montre aussi les conditions de. Il y a limite du tout numérique en particulier. Les limites du tout numérique. Potentiellement. La condition aussi des locaux universitaires français, un certain nombre et c'est marrant. C'est incroyable, l'eau est en train de monter. La recherche, et dans 5 minutes, si on coupe pas toute l'électricité, dans 5 minutes, les prises électriques qui sont par terre vont commencer à faire des étincelles. Moi, je pense qu'on va être... Bon, désolé. Alors, on trouvera une solution pour poursuivre la conversation de toute façon et la réinscrire en podcast, notamment sur le site. On va pas